Bonjour tout le monde et bienvenue à la découverte pour entrepreneurs. Ici Anthony d'Alias Entrepreneur et aujourd'hui je reçois Antoine Bourassa pour parler de design thinking. Quand que j'ai entendu parler du design thinking, je ne savais pas c'était quoi. Alors je me suis dit je vais prendre un rendez-vous avec Antoine. Le rendez-vous était supposé durer 30 minutes puis je pense qu'il a duré 1 heure. C'était tellement le fun à jaser avec. Alors je voulais vraiment vous partager aujourd'hui c'est quoi le design thinking, comment on peut appliquer ça puis pourquoi que c'est bon pour mon organisation. Un des gros mandats qu'on a, on a deux gros mandats pour le premier trimestre de 2023. Un de ces deux-là, c'est la refonte du site web complet et le deuxième, c'est d'innover dans le réseautage. Et puis, quand on s'est mis à parler, j'ai fait oh wow, le design thinking, c'est bon pour les deux projets que j'ai en cours. Alors, on va démystifier aujourd'hui un petit peu c'est quoi le design thinking, puis après ça, on va passer au travers des 5 étapes du design thinking. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous font confiance, qui permettent de faire les podcasts d'Alias gratuitement, semaine après semaine, tout le contenu d'Alias, semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE, le programme Persévérance, un nouveau programme pour les entrepreneurs en difficulté. Vous avez des difficultés, financières, vous ne savez pas par où attaquer le problème. Vous avez simplement à aller sur Think Tank Entrepreneur et puis aller voir le programme Persévérance. C'est vraiment en fait pour tous les entrepreneurs en difficulté. Il n'y a pas de gêne. En affaires, il y a beaucoup de chance. Parfois, il y a l'inverse, on est malchanceux. Alors, le programme Persévérance est vraiment là pour aider les entrepreneurs en difficulté. Bien sûr, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec et le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le contenu est gratuit et on a besoin d'une audience présente semaine après semaine pour nous aider. Simplement nous dire bonjour, le nom de votre entreprise en commentaire, laissez un commentaire, posez-nous des questions, allez vous connecter avec nous, avec moi sur LinkedIn, proposez-moi vos idées d'invités, vos idées de sujets. Ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous, mais chaque interaction que vous faites avec la marque, ça nous aide à être vu par plus de gens, grossir notre audience, puis aller chercher encore plus de commanditaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon infolette d'Alias Entrepreneur, à tous les lundis, j'envoie des trucs et astuces dans vos courriels. Alors, je vous invite à aller vous inscrire à l'infolette d'Alias Entrepreneur. Sans plus tarder, salut Antoine! Salut Anthony, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de design thinking. J'en avais entendu parler quand j'étais à l'université, je crois, la première fois, mais ça m'était sorti de la tête. Alors, pourrais-tu me rappeler c'est quoi vraiment là, le design thinking? C'est quoi cette définition-là? C'est quoi cette bébite-là? Super. Ben, tout d'abord, merci beaucoup là, de m'avoir accueilli à ce podcast. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Donc, le design thinking, en fait, c'est une approche de gestion, un modèle de gestion, une genre de philosophie pour venir résoudre des enjeux d'affaires par l'innovation, la collaboration et la créativité. Fait qu'on veut, en gros, là, ça se veut être un processus, une manière de penser qui se décompose en 5 étapes. Puis, d'après moi, à travers mon expérience, il y a vraiment 3 objectifs là, au design thinking. Premièrement, c'est d'accélérer la croissance d'une organisation en étant toujours centré sur les besoins des utilisateurs. Donc, ça peut se transmettre, ça peut se traduire soit en développement de produits, développement de services, revisite d'un modèle d'affaires ou même au niveau des processus. Deuxième objectif, ça peut être aussi d'améliorer l'efficacité de vos équipes parce que l'approche prône vraiment ce mode-là de collaboration qui favorise à la fois l'engagement des personnes qui sont à la haute direction, mais aussi des personnes qui sont en poste plus directement en lien avec la clientèle ou que ce soit en marketing, en recherche et développement, etc. Et encore plus important, je pense que le troisième objectif, c'est de vraiment venir augmenter le taux de réussite des projets innovants. Pourquoi? Parce que c'est comme le Lean Startup et comme l'Agile, c'est vraiment une approche itérative de résolution de problèmes. Donc, on réduit le risque au maximum, on y va par petits bouts, par petite itération. Donc, au lieu de se lancer en débile dans un projet, bon, il va vraiment à petite échelle, puis on vient tester régulièrement auprès de sa clientèle le développement d'un produit.
Ben, je trouve ça super intéressant. Puis, de qu'est-ce que j'ai compris, c'est que ça ne s'applique pas simplement aux entreprises en démarrage, ça s'implique à n'importe quel projet que j'ai en cours dans mon organisation. Alors, j'aurais pu le faire au tout début d'Alliance Entrepreneur pour penser au concept, pour penser au projet. Alors, si je me lance en affaires ou si j'ai une idée de projet d'affaires, je peux le faire. Mais actuellement, comme j'ai dit, j'ai deux gros projets pour le prochain trimestre. La refonte du site web, puis innover dans le réseautage, puis le design thinking s'applique à des projets internes dans mon organisation, là. Absolument, absolument très bien dit. Tu sais, ça peut s'appliquer autant dans justement la refonte d'un site web, la création d'événements. Ça peut s'appliquer même au niveau de la gestion du changement. Tu sais, on a accompagné une organisation dans ce volet-là récemment. Puis dans le fond, il faisait face à l'implantation de 2 nouvelles solutions technologiques. Puis souvent, ce qui arrive dans l'implantation de solutions technologiques, c'est pas l'aspect technique qui vient bugger. C'est vraiment plus l'aspect humain, puis un peu les inquiétudes, les enjeux que les employés pourraient ressentir là, par rapport à de nouvelles solutions. Fait qu'effectivement, ça peut s'appliquer soit en démarrage, mais aussi en une organisation, une entreprise déjà établie. Ben, écoute, c'est vraiment ça que j'ai trouvé stimulant du concept parce que, tu sais, trop souvent, on a une idée, en tout cas, je vais parler pas au on, j'ai une idée de projet, j'ai une idée de faire une activité de réseautage de Noël, on va prendre, je pars à fond là-dedans, mais j'oublie tous les principes de développement complet. Puis c'est vraiment ça que j'ai aimé des cinq étapes. Puis j'étais tellement excité d'en parler que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire c'est qui Antoine? On le reçoit sur le podcast, mais c'est qui Antoine? Ben, je vais juste expliquer aux gens là, pourquoi que je te reçois pour parler de ça. Tout d'abord, tu m'as été chaudement recommandé par pas une personne, mais des dizaines de personnes. Ton nom est revenu vraiment souvent. Je me suis dit, il faut vraiment que je rencontre Antoine. Antoine a fondé Bourrasque Innovation en 2020, une firme de services conseils spécialisée en stratégie, en innovation, avec comme vision de faire du Québec la société la plus innovante, collaborative et innovante au monde. Alors, vous voyez maintenant pourquoi qu'on parle de design thinking avec Antoine. C'est vraiment pour amener les projets au prochain niveau. Au courant des 3 dernières années, Bourrasque Innovation a accompagné près de 70 clients à structurer et propulser leurs projets innovants à travers une approche créative, collaborative et inclusive. Son rôle consiste à aider les leaders d'organisation à résoudre rapidement et collectivement leurs enjeux prioritaires et complexes par une bourrasque d'innovation. Antoine et son équipe offrent de l'accompagnement stratégique ainsi que des formations en gestion de l'innovation à des PME, de grandes entreprises, des centres de services scolaires, des organismes de développement économique ainsi qu'à des villes québécoises ayant soif d'innovation et de succès. Alors, j'aimerais ça qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet puis qu'on parle des 5 étapes qu'on a parlé préalablement ensemble. C'est-à-dire, je vais les nommer rapidement, mais les 5 étapes, tu demandes de l'empathie, il faut que tu comprennes ta clientèle. Par la suite, tu vas à la définition, une panoplie d'outils, l'idéation, le prototypage, le test et la 5e étape, c'est le test en personne ou à distance. J'ai-tu bien compris ces 5 étapes? Absolument, absolument. C'est exactement ça, Anthony. En fait, c'est ça. Il y a 5 étapes puis qui peuvent s'utiliser à plusieurs reprises selon le développement, le stade de développement d'un produit ou d'une solution. Je dirais il y a des principes de base du design thinking là, avant de rentrer dans les étapes. Premièrement, comme je l'ai répété, en fait, c'est un processus itératif. Donc, dans le fond, c'est une séquence d'étapes, une séquence d'outils exécutables à plusieurs reprises selon le stade de développement de la solution. Donc, tu sais, au lieu de, par exemple, on crée une formation, au lieu de se dire, OK, bien, je vais créer tout le matériel, je vais bâtir toute la formation au complet, puis après ça, je vais faire des efforts de commercialisation, mais c'est d'y aller par petits bouts. Puis si on applique le design thinking, puis je vais faire le parallèle avec les 5 étapes aussi, bien, c'est que premièrement, tu démontres de l'empathie. Donc, bien définir, premièrement, c'est qui la clientèle cible. Non seulement bien la définir, mais bien la comprendre aussi. Donc, tu sais, utiliser plusieurs outils d'empathie, que ce soit des entretiens utilisateurs pour aller dans le détail, bien comprendre les enjeux, les besoins, les motivations de tes personas clients. Et après ça, là, tu vas venir bien définir c'est quoi, eux, leurs besoins. Donc, tu sais, si je fais le parallèle avec la formation, bien, ça serait de dire, OK, quels clients on veut cibler? On va les rencontrer, on va comprendre c'est quoi leurs besoins. Et après ça, on va avoir une bonne définition de qu'est-ce qu'ils ont besoin.
Puis peux-tu m'expliquer un petit peu plus c'est quoi de l'empathie? Parce que je peux comprendre que je peux avoir de l'empathie envers mon enfant qui a mal au ventre, je peux me mettre à sa place puis comprendre cette situation, mais en affaires, là, quand on dit la première étape, c'est d'avoir de l'empathie, comprendre sa clientèle. Concrètement, comment que je fais pour avoir de l'empathie envers ma clientèle? Plusieurs manières. Ça peut être en observant ta clientèle, en s'immergeant aussi dans son contexte. Donc, tu sais, en allant dans son milieu de travail, en observant. L'idée de l'empathie, c'est pas nécessairement de partager les émotions, les besoins de la personne. C'est vraiment de, je prends toujours l'analogie, mettre les lunettes, se mettre à la place de la personne, se mettre un peu, se sentir dans ses chaussures pour bien comprendre, OK, ben, c'est quoi sa réalité, où est-ce que cette personne-là veut s'en aller, qu'est-ce qui empêche cette personne-là d'avancer à la vitesse qu'elle veut, et de ces deux éléments-là, c'est quoi ses besoins le prioritaire. Habituellement, nous, on utilise soit justement. Oui. Oui, je te laisse aller. C'est ça. Y a-t-il des outils que je peux utiliser pour Absolument, y aller? absolument. Il y a 3 outils, en fait 4 outils qu'on utilise là, régulièrement pour ce qui est de l'empathie. Tu as le sondage qui permet de justement sonder une grande masse de personnes en même temps, simultané. La seule envers de la médaille du sondage, c'est la profondeur des réponses qui sont recueillies. C'est difficile d'aller chercher vraiment de la précision là, au niveau des réponses qui ressortent. Donc, mais ça reste toujours une bonne option qui est très facile, très peu coûteuse. Deuxième outil, qui est à l'autre opposé en termes de détails et de profondeur d'information qu'on va chercher, c'est vraiment l'entretien utilisateur. Que ça, dans le fond, nous, on fait des entretiens vraiment très, très structurés. Ça peut aller de 15 minutes à 1 heure, même 1h30 si c'est vraiment, on va aller vraiment creuser le besoin. Et ça, on enregistre l'ensemble des rencontres. Donc, on vient capter à la fois tout le langage verbal, le langage non verbal. Puis l'idée derrière ça, c'est encore là de venir comprendre c'est quoi les besoins prioritaires de notre client. Sinon, il y a aussi le focus group qui est intéressant, qui est comme un peu un hybride entre les deux, qui permet de réunir plusieurs personnes. Ça peut être tous des mêmes types d'utilisateurs, si on veut, ou ça peut être des utilisateurs un peu avec des profils différents. Puis l'idée derrière ça, c'est de les faire exprimer, faire challenger les idées les uns envers les autres pour, encore une fois, bien comprendre c'est quoi leurs besoins. Mais ça peut être aussi un focus group, un coup qu'on crée une première maquette, par exemple, pour avoir leur avis. Par exemple, toi, dans ton site web, bien, si tu veux faire une première refonte puis tu bâtis déjà des maquettes, des prototypes à l'aide d'outils, bien, peut-être ça serait intéressant de faire un focus group par la suite pour voir un peu, avant de te lancer dans le développement à 100%, bien, d'avoir leur avis, puis de pouvoir réajuster, réaligner le tir par rapport à leur rétroaction. Moi, je le vois vraiment en étapes. Là, si je prends ces 3 outils-là, là, je le vois vraiment qu'initialement, on fait un gros sondage, exemple, un sondage de satisfaction, comment que les gens actuellement utilisent le site, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils aiment moins. On y va vraiment par étapes. On va chercher une grande collecte de données avec une masse critique de personnes. C'est ça que le sondage permet de faire, là. Vraiment aller sonder beaucoup de personnes, mais on va avoir des trous. On va aller chercher les réponses. Puis, par exemple, sur le site web, on peut avoir des gens qui disent qu'ils aimeraient ça avoir une navigation contrôlée. Puis, il y a d'autres personnes qui disent non, nous, on veut avoir une navigation libre. Puis là, il va y avoir des endroits dans le sondage où est-ce que ça ne sera pas clair l'angle qu'il va falloir aller voir. Puis c'est là que le focus group peut avoir un intérêt. Là, je rassemble une communauté, puis là, je vais vraiment poser mes questions, puis aller en profondeur pour démystifier, pour bien comprendre qu'est-ce que les gens recherchent, avec encore une masse de personnes. Puis par la suite, on peut aller encore plus deep, plus profond, avec, OK, là, on a ça, mais je veux vraiment savoir l'opinion là, entre A, B, entre tel besoin, aller vraiment plus en profondeur, puis c'est là que l'entretien individuel va nous le permettre. Là. Est-ce que j'ai bien compris? Tellement bien compris, Anthony. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça. C'est un peu ce qu'on inclut dans nos propositions, nous. Puis dans cette même ordre-là, de dire qu'on va chercher justement un maximum d'informations, mais pas trop en profondeur avec le sondage. Par la suite, on va faire des focus groups, comme tu l'as mentionné. On va en entonnoir au niveau de profondeur. Puis après ça, c'est sûr que des entretiens, ça prend plus de temps, surtout si vous les enregistrez. Moi, comme bonne pratique, ce que je recommande à tout entrepreneur ou professionnel dans le domaine, c'est d'enregistrer à 100% les rencontres, puis d'y aller même à retranscrire les verbatims aux besoins pour avoir tout, rien manqué là, du tout. Puis ça permet d'avoir une analyse de qualité. Là. Ça, je vois ça vraiment plus pour les grosses entreprises. Moi, comme solopreneur propriétaire d'une PME qui a
pas beaucoup de temps. Mes journées sont déjà très, très bien remplies. Je veux lancer un nouveau projet. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un shortcut, par exemple? Je peux-tu faire un résumé des points importants de la rencontre ou vraiment le verbatim, là, c'est un apport ajouté dans le temps, là? Moi, honnêtement, je vois une grosse valeur ajoutée. Puis je te dirais qu'il y a même des outils comme Amazon Web Service. Ils offrent un service de retranscription avec de l'intelligence artificielle que nous, ça fait quelques mois qu'on utilise. Puis tu vois, avant, pour te donner un exemple, Anthony, ça me prenait 3 heures de temps à retranscrire manuellement pour chaque heure d'entretien. Maintenant, ça ne me prend même pas 30 minutes parce qu'en fait, c'est juste de la validation qu'on fait. Fait que, il existe des outils, puis de plus en plus, je pense qu'il va en avoir qui vont être très, très abordables. Je vous dirais que c'est hyper abordable ce qu'Amazon Web Service offre. Puis après ça, je comprends ton point. C'est selon le contexte aussi. Des fois, c'est bon de pouvoir juste prendre des notes pendant qu'on a l'entretien. Mais ça dépend du niveau de profondeur qu'on veut aller. Ça, je comprends. Je comprends bien je comprends bien ce besoin-là. Puis après ça, je rajouterais qu'on peut aller faire l'inverse. Une fois qu'on est allé vraiment individuel, on peut faire une itération, retourner en focus group, valider l'itération. Puis là, ça va dans les autres. En fait, ça va dans les autres points. On va passer à la deuxième étape. Exactement. Exactement. Fait que, un coup qu'on fait de l'empathie, on récolte beaucoup, beaucoup d'informations. Dans l'empathie, on est toujours en mode de divergence. Mais après ça, il faut revenir sur Terre. Fait que on retourne en mode de convergence, où est-ce que là, on vient définir précisément un besoin d'affaires. Comment on fait ça? Il y a plusieurs outils qu'on utilise, dont les 4 W, c'en est un. Donc, le what, le why, le who, le when. C'est un peu pour vraiment couvrir l'ensemble des perspectives liées aux besoins puis d'avoir un portrait global qui est assez exhaustif. Sinon, il y a un outil que j'aime bien partager là, à tout le monde, c'est les 5 pourquoi. Donc, c'est de poser la question 5 fois pourquoi, pour ne pas travailler sur un symptôme d'une problématique, mais bien travailler sur la source, l'origine, la racine du problème. Fait que ça, on peut l'inclure autant aussi dans des entretiens. Quand on sent que la réponse, ce n'est pas vraiment l'origine vraiment du problème, ben on repose la question pourquoi, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment à la source du problème. Puis on va juste l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment pas clair, ça, les 5 pourquoi. C'est, par exemple, si tu arrives avec une conclusion, j'ai soif. Ben, pourquoi tu as soif? Puis là, tu pourrais me sortir une réponse, j'ai soif parce que je t'allais courir. Ben, pourquoi? Puis là, tu peux aller sur les. Là, c'était vraiment pas un bon exemple. J'ai pas un bon exemple qui me vient en tête, là, mais c'est de poser 5 fois pourquoi la problématique pour aller en profondeur. Alors, mon besoin est A, B, C. Pourquoi c'est ça? Ben, là, il y a une autre explication, mais pourquoi? Mais pourquoi? Un petit peu comme quand ma fille, on est en auto, puis elle me dit, Papa, pourquoi il pleut? Parce qu'il y a des nuages. Ben, pourquoi qu'il y a des nuages? Puis là, on pousse jusqu'à temps qu'on n'ait plus de réponse, là. Exactement. Tu sais, par exemple, je pourrais te dire, je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Ah, ben parce que je me suis couché tard hier. Pourquoi je me suis couché tard? Ah, ben parce que j'ai eu un gros party hier. Pourquoi j'ai eu un gros party hier? Ah, ben peut-être parce que justement, dans chacun de mes journées, je sens que je m'ennuie, puis tu sais, j'ai besoin de quelque chose qui me donne la drive, j'ai besoin de quelque chose qui me donne du sens à ma vie. Pourquoi tu as besoin de ça? Ben peut-être parce que justement, ben t'aimes pas ta job, tu sais. Ça peut être ça, finalement, la source du problème. T'sais. Pourquoi tu es fatigué aujourd'hui? Puis ça, c'est un très bon point parce que quand on fait, pour l'avoir fait dans le passé, là, des sondages, des focus group, des entretiens individuels, on va arriver avec des problématiques, mais la source de la problématique n'est pas la même pour chaque personne. Toi, c'est ça, tu as raison. Pourquoi tu es fatigué? Moi, ma raison, c'est que je travaille trop et que mes enfants ne dorment pas. Alors ça, c'est une source complètement différente de problèmes. Mais le résultat est le même, c'est les deux, on est fatigués. Mais la solution n'est peut-être pas la même aux deux personnes. Fait que le produit que je vais créer, on va poser question. J'ai bien compris? Tout à fait compris. Exactement. Exactement. Cool. Exactement. Par la suite, dans la définition, y a-t-il d'autres choses que je pourrais regarder? Ben, c'est sûr qu'il y a des outils comme le Persona qui aident à cartographier, à schématiser très, très facilement, puis que ça soit utile, simple d'utilisation. Donc, ça, c'est comme une représentation graphique d'un client, d'un utilisateur cible qui met en relief ses besoins, ses motivations, ses enjeux, sa biographie, qu'est-ce qu'elle fait dans une journée typique, ses habitudes médias. Donc, ça, c'est un autre outil qui permet de justement bien définir précisément des besoins.
Puis il y a le point de vue utilisateur aussi qu'on utilise, qui est comme une phrase qui permet de situer l'utilisateur, son besoin, avec un insight, qui est un peu une raison, une justification du besoin dans son contexte réel. Comment qu'on Donc, fait pour aller chercher ça? C'est la première fois que j'en entends parler. ben dans le fond, c'est d'aller regarder c'est quoi les besoins les plus prioritaires du client, puis de comprendre vraiment le pourquoi il y a ce besoin-là. Puis après ça, OK. tu traduis ça dans une phrase qui permet d'être vraiment très focus, de ne pas avoir à travailler sur comme des pages et des pages, vraiment en une phrase. C'est comme la base un peu qui va faire la transition après avec l'autre étape d'idéation. Parce qu'au final, la pire idée, là, c'est de commencer un brainstorm dans le vide avec aucune base, aucune fondation, puis aucun problème ou enjeu ou besoin qu'on se concentre. C'est pour ça que le point de vue utilisateur est assez intéressant parce qu'il humanise un besoin avec une personne vraiment cible, concrète. Tu sais. Dit par toi, Antoine, ça sonne un projet catastrophique. Partir dans. Je sais pas c'est quoi le problème, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Je veux attaquer tout en même temps et on va trouver une solution. Écoute, la seule personne qui peut peut-être avoir réussi, c'est peut-être Elon Musk en se disant OK, qu'est-ce qu'il faut que je réinvente? Puis c'est d'aller inventer des fusées qui s'en vont dans l'espace, là. Mais sinon, c'est peut-être pas la meilleure idée de partir comme ça. Puis là, on va aller à la prochaine étape qui Ouais. est mon étape préférée, je pense, l'idéation. Oui, absolument. L'idéation, là, super intéressant. C'est là, en fait, c'est dans le design thinking, tu sais, même si c'est une approche d'innovation, les autres étapes, en fait, non, je vais reprendre ma phrase. L'idéation, c'est comme un peu la seule étape qui est de pure créativité par rapport aux autres étapes. Ça met en relief, en fait, que dans une démarche d'innovation, il ne faut pas juste être créatif. Il faut être aussi très à l'écoute dans la phase empathique. Il faut être observateur. Puis après ça, dans la phase de définition, il faut avoir des capacités d'analyse, de synthèse assez impressionnantes. Mais là, quand on arrive dans l'idéation, l'idée, c'est vraiment de générer le maximum d'idées. Puis ça, c'est un autre changement de paradigme que j'ai eu quand je me suis intéressé vraiment au design thinking. Tu sais, quand on pense à générer des idées, souvent, on veut arriver avec la bonne idée au premier coup. Mais dans l'approche du design thinking, ce qu'on favorise, c'est vraiment de générer un maximum de lots d'idées. Non seulement ça, d'inclure beaucoup de gens dans des ateliers d'idéation qui ont des rôles, qui ont des perspectives différentes, aller même jusqu'à impliquer des clients, des partenaires, n'importe qui, puis de tous les niveaux hiérarchiques aussi. Parce que les meilleures idées peuvent provenir des employés, des fois, qui sont dans le terrain, là, qui sont en contact direct avec les clients. Fait que dans le fond, dans la phase d'idéation, il y a plusieurs outils qu'on peut venir utiliser. Il y a le brainstorm tel qu'on le connaît assez bien. Souvent, nous, dans des exercices de brainstorm, on y va avec des phases encore là, de divergence et de convergence, dans la mesure où il y a des activités qu'on génère le maximum d'idées. Après ça, on donne des points de vote à chacun des participants pour qu'eux jugent, évaluent quelles idées eux trouvent qui sont les meilleures. Ça, c'est une méthode de prioriser des idées, mais il y a aussi des matrices, par exemple, effort-impact, qui peut être assez bien aussi là, pour classer les idées et savoir quels seraient les quick wins pour une organisation. C'est là qu'on peut partir de l'idéation. Puis quand on parlait d'idéation, si je comprends bien, on peut retourner à l'espace, à la phase 1 qui était sondage, focus group, entretien individuel, parce qu'on a une première, on a des lots d'idées, mais valider avec la première étape, est-ce que ça respecte bien la volonté de ma clientèle? Tu as tout à fait compris. C'est absolument vrai. Puis même, c'est que ça vient encore mieux gérer le risque, Anthony. Parce qu'au final, avant même de commencer à prototyper une idée, bien là, tu vas revenir en mode empathique auprès de ta clientèle, peut-être sous un format de sondage. Mais là, cette fois-ci, tu vas venir présenter des idées. Puis là, les gens vont pouvoir se prononcer sur, par exemple, d'une échelle de 1 à 10, à quel point vous trouvez que cette idée-là est intéressante, 10 étant super, super intéressante, 0 étant aucun potentiel. Fait que, on peut faire preuve d'imagination, de créativité dans toutes les étapes. Puis, comme tu l'as dit, c'est bien de pouvoir revenir à une autre étape pour gagner du temps au final. Parce que comme entrepreneur, ce qu'on a de limite, là, c'est le temps. Puis de l'argent aussi, c'est sûr. Mais le temps, tu le sais comme moi, là, c'est la ressource la plus rare qu'on a. Là. Puis ça, j'aime bien ça. Puis dans les idées d'idéation, là, j'aimerais ça que tu m'expliques le mind map. C'est un concept que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'adore, mais j'aimerais ça que tu l'expliques dans tes mots. C'est quoi ça, faire un mind map en phase d'idéation? Mind map, c'est un super outil, honnêtement. C'est un outil qui permet de structurer
vraiment très bien des idées, puis de venir créer des projets, créer des idées de contenu. En fait, c'est une nouvelle manière, en fait, pas une nouvelle manière, c'est une façon de venir structurer des idées en mettant au centre l'idée principale. Sur quoi on veut travailler, par exemple, un projet site web. Là, tu pourrais mettre site web au centre. Et après ça, l'idée, c'est de faire des liens. Donc, de partir des branches de l'idée principale et de venir mettre le sujet principal est au centre, puis après ça, venir mettre les idées principales dans des bulles. Et après ça, chacune des idées principales, on peut venir les éclater en arguments et après ça, en sous-arguments. Donc, l'idée, là, c'est qu'un mind map, ça fonctionne un peu comme notre cerveau fonctionne, avec un côté vraiment plutôt créatif et l'autre côté plutôt analytique. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de vraiment cartographier puis de disposer des idées de manière logique qui font du sens les unes envers les autres. Puis, on peut-tu nommer d'autres idées d'idéation pour aider les gens là, qui veulent se lancer dans cette phase-là, qui sont rendus à cette phase-là pour les aller vers d'autres outils? Une fois que tu as fait le brainstorm, le mind map, c'est quoi les autres outils? C'est sûr qu'il existe le brain dump, qui en fait, ça, c'est plus de manière individuelle. C'est comme un dérivé du brainstorm qui te permet de, par exemple, d'écrire des idées, de tout vider, en fait, l'ensemble des idées que tu as au fur et à mesure de tes journées. Ça peut être sur ton cell, dans le bloc-notes, ça peut être sur un fichier sur ton ordi. Donc, ça, c'est un autre dérivé. Il y a le brainwrite aussi, que ça, c'est un autre dérivé du brainstorm, dans la mesure où il y a plusieurs enjeux qui sont ou besoins qui sont mis par différents îlots dans une salle. Et après ça, chaque participant est attitré à un îlot et premièrement vient écrire ses idées pour venir résoudre l'enjeu ou répondre aux besoins. Après ça, un coup qu'il a terminé sur cette station-là, l'utilisateur va aller dans l'autre station pour venir continuer et développer l'idée de son partenaire qui a commencé à l'îlot 2, par exemple. Donc ça permet de faire preuve d'innovation, de faire preuve de créativité dans la phase d'idéation. Puis sinon, ça dépend des contextes. Si on design plutôt un événement ou on design, par exemple, une capsule vidéo, on peut utiliser le sketch aussi, qui va être très bien, ou même le storyboard, qui va permettre de mettre sur papier les différentes séquences, un peu le déroulement, la structure chronologique du vidéo ou de l'événement. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais. Ou ça peut aller même jusqu'au prototype aussi, de venir prototyper pour venir générer une idée aussi. Puis ça, c'est la prochaine étape. En fait, une fois que j'ai mon idée de génie, que j'ai la prochaine idée qui va réinventer mon domaine ou mon entreprise, là, la prochaine étape, là, c'est vraiment de faire un prototype de cette idée-là. Absolument, absolument. Le prototype, c'est de pouvoir mettre sur papier, mettre en vie, en fait, une idée, pour pouvoir la présenter puis pouvoir la challenger auprès d'utilisateurs, de clients potentiels. Donc, on peut penser à, par exemple, nous, dans notre contexte, une offre de service, c'est comme un peu un genre de prototype, si tu veux, qui ne me prend pas trop de temps à faire, qui reste dans la catégorie des prototypes à basse fidélité, donc très, très rapide, peu coûteux à faire. Et après ça, qu'on vient challenger, qu'on vient tester auprès d'un utilisateur lorsqu'on fait une présentation de nos offres de service. Alors, pour les compagnies de services, là, créer l'offre de service écrite puis juste essayer de pitcher, ça peut être considéré comme un prototype. Absolument, absolument. Puis après Parce que moi, qu'est-ce que j'avais en tête de prototype, désolé de te couper, Antoine, là, mais j'avais en tête, là, comme les compagnies de tech, faire une version MVP, faire une version bêta. C'est quand même beaucoup d'investissement à faire ça, mais je trouve ça très rassurant comme propriétaire d'une petite entreprise que faire une offre de service, tester mon offre de service, c'est considéré comme un prototype. Ben oui, absolument. Absolument. C'est clair que, comme petite entreprise, on n'a pas le budget du siècle pour développer des maquettes 3D avec des imprimantes 3D tout le temps. Puis je te dirais que ça dépend du contexte aussi. Une entreprise plus de produits, elle va aller plus vers des matériaux plus concrets, va aller vers par exemple, va utiliser des imprimantes 3D. Mais même à ça, au départ, je pense que tout bon prototype peut commencer avec du bon matériel de bricolage. Ça peut être des papiers, des marqueurs, des cure-pipes. Dans le fond, c'est de venir mettre en image, venir modéliser en fait à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça, c'est des exemples pour ce qui est des prototypes physiques.
Je Mais, peux tu sais, te conter une histoire drôle quand on parlait de partir avec les moyens du bar. Quand on a designé, il y a environ de cela 3 ans, l'application, on avait développé une application chez Alias pour une application mobile pour aider les entrepreneurs. Puis on voulait voir vraiment un prototype. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Est-ce que c'est comment qu'on ouais. veut que les gens naviguent? J'avais pris une photo d'un cellulaire que j'avais mis dans PowerPoint. Puis j'avais mis des boutons que j'avais designés vraiment dans PowerPoint. Puis chaque bouton pointait vers une autre une autre slide de mon PowerPoint. Puis là, ça faisait comme si je me promenais dans l'application, mais c'était de slide en slide. Puis dans le fond, chaque slide expliquait qu'est-ce que je voulais. Puis c'était vraiment comme si j'étais dans la lab, mais c'était fait dans PowerPoint. J'ai pas eu besoin d'investir une fortune. J'avais PowerPoint sur mon ordinateur. J'ai pu le faire. Puis ça a vraiment donné une idée concrète, c'est quoi le produit final que on allait pouvoir avoir là. Ben, tellement, tellement. Non, c'est exactement ça. Tu sais, le but, là, c'est de venir mettre sur papier, puis au moins pouvoir mettre en vie un peu là, notre idée. Parce que c'est bien beau avoir des mots, là, mais tant que c'est pas comme concret, bien designé. Tu sais, puis tu me parlais de PowerPoint. PowerPoint, c'est un excellent outil. Tu sais, nous, on utilise Canva aussi, qui est comme très similaire, là, si tu veux. Puis même si on veut développer des prototypes numériques, sûrement que tu dois connaître Figma. Figma, qui est un outil là, super, super intéressant, qui a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, puis qui permet aussi une interactivité assez intéressante. Donc, tu sais, de pouvoir créer des boutons, faire des liens après ça avec les différents écrans. Donc, ça, c'est une autre manière qui, même, tu sais, il y a sa version gratuite qui offre beaucoup de fonctionnalités. Donc, tu sais, on pense que prototyper, ça coûte pas cher. Tu sais. On peut le faire. Ça peut ne pas coûter cher, comme ça peut coûter Ouais. très cher. Puis ça dépend, c'est quoi, je crois, le risque relié au projet. Puis quand tu disais que c'est des idées, c'est ça que j'aime du design thinking, c'est des phases. Là. Le bon terme, je le cherche, il ne me vient pas en tête actuellement, mais c'est des phases. Alors, le prototypage, c'est que je peux arriver avec une bonne idée. J'étais juste l'offre de service. Est-ce que l'offre de service fait du sens? Est-ce que ma clientèle répond bien à l'offre de service? Parfait, elle répond bien. Là, je peux investir davantage pour aller plus loin dans mon prototype. Là, on répond encore bien, aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, jusqu'à temps qu'on arrive avec le produit final. Oui, ouais, tout à fait. Très bien dit. Parfait. Puis là, on va aller à la dernière étape, le test en personne ou à distance du prototype. Oui. Dans le fond, c'est ça. L'étape de test, ben, c'est de revenir aux utilisateurs qu'on a préalablement rencontrés. C'est obviously, je pense que ça fait du sens. Puis après ça, ben, ça dépend du type de prototype. Comme tu le mentionnes, un prototype physique, ben, ça va être plutôt difficile de le faire tester à distance. Tandis que, par exemple, si je développe, moi, un offre de service, par exemple, ben, je peux très bien le faire par Zoom, par Google Meet, par Teams. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux manières. Il y a soit des tests en personne, puis ces tests-là peuvent être soit modérés ou non modérés. Donc, modéré, c'est que, par exemple, on vient guider un peu l'utilisateur sur quel est l'objectif, quelle tâche l'utilisateur doit accomplir. Puis si c'est non modéré, on peut penser à des applications, des sites web, par exemple. Puis il existe des outils pour pouvoir tracker, justement, pour pouvoir suivre c'est quoi le cheminement, c'est quoi l'expérience utilisateur dans le moindre détail, voir où est-ce que l'utilisateur arrête et à partir de ces données-là, pouvoir prendre des actions concrètes là, pour mieux développer, mieux aligner sa solution. Ben, écoute, c'est très bien expliqué. Puis j'aimerais juste ça rappeler aussi aux gens, c'est important de tester, mais pas seulement de tester avec ceux qui ont développé, qui t'ont aidé à développer l'outil final, parce que Serge, il me dit dans le début, quand on avait développé Alias, de faire attention à une histoire qui est quand même cocasse, que je me rappelle plus c'est quoi, mais on va dire que c'est des gens qui ont designé un nouveau type de parapluie. Puis là, ils sont partis. Puis là, ils sont allés, c'est quoi les bonnes composantes d'un parapluie? C'est A, B, C, D, E. Puis là, le parapluie, quelle couleur devrait être le parapluie? Il devrait être jaune, le parapluie. Là, tout le monde dit, ah ben oui, le parapluie doit être jaune pour telle raison, ça reflète avec le soleil, etc. Je me rappelle plus c'est quoi le produit final, mais c'est une histoire vraie que c'est vraiment arrivé sur un autre type de produit. Puis là, ils arrivent et ils investissent massivement de l'argent sur le design du produit pour faire des parapluies jaunes. Dans les tests, tout fonctionnait. Hey, le parapluie, c'est fou, c'est jaune, c'est le fun, c'est beau, je le mettrais. Puis là, quand ils sont arrivés pour le mettre en magasin, il n'y en a pas un qui s'est vendu. Le parapluie, il ne se vendait pas parce qu'il était jaune.
Ben ouais. Puis la seule raison qu'il ne se vendait pas, c'est qu'il était jaune. Oui, jaune, c'est le fun, c'est cool, mais les gens ne l'achètent pas. Puis là, quand ils sont revenus à la phase de retourner au sondage, puis demander aux gens qui l'ont aidé à designer, puis est-ce que vous l'avez acheté? Ben non, je ne l'achète pas, il est jaune, le parapluie. Ouais, mais tu m'as dit que ça le prenait jaune. Ouais, mais jaune, c'est cool pour tout le monde, mais pas pour moi. Fait que c'est Ouais. de faire attention, là, quand même, là. Ben oui. Surtout avant justement d'investir massivement. Tu sais, c'est pour ça que tu sais, il doit avoir une bonne communication avec les clients. Puis toute l'approche du design thinking, c'est pas compliqué. Ça met le client au centre des préoccupations. Donc, on va le sonder en premier. Dès qu'on a un premier prototype, on va le sonder. Donc, déjà là, on va avoir des red flags, là, on va avoir des alertes là, si jamais ça ne fonctionne pas, au lieu de justement investir massivement. Écoute, je pourrais te conter une autre histoire de abracadabrante, là, vraiment, que j'ai entendu là, récemment. C'est une entreprise de génie, en fait, qu'eux voulaient développer un robot pour pouvoir aider dans les hôpitaux à distribuer les médicaments, aider les préposés, aider les infirmières là, dans leur travail. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font OK, parfait. Ils ne vont pas consulter les hôpitaux. Ils restent de leur côté, ils développent leur maquette, leur prototype, ils font évoluer leur robot, tac, tac, tac. Ils investissent 5 millions de dollars là-dedans. 5 millions de dollars, sans même parler à des clients ou du moins les inclure dans le développement de cette solution-là. Fait qu'à la fin, ils arrivent avec le produit fini. Puis là, ils ont de la misère à venir commercialiser le produit. Ils ont de la misère parce qu'ils ne comprennent pas l'environnement des hôpitaux, le fait qu'il y a des syndicats, puis le fait qu'il y a des caractéristiques principales qui ont manqué carrément. Puis après ça, bien, ils n'ont pas plus de ventes. Fait qu'ils sont juste dans le déficit. Fait qu'il n'y a personne qui est gagnant dans ce genre de situation-là. La morale de l'histoire, en fait, c'est juste de venir parler aux clients, identifier quel client tu peux amener le plus de valeur, puis après ça, de travailler de pair avec eux. Parce que c'est eux qui peuvent même t'amener les meilleures solutions au final. Puis y aller par étapes, commencer avec le client final. C'est quoi ton vrai besoin parfait? Si je développe ça, tu l'achètes dessus. Oui, tu serais prêt à payer combien pour ça? Je serais prêt à payer 500 $. Parfait. Regarde, si je te garantis que je le développe, tu es capable de mettre un dépôt de 250 $. Si la réponse est oui, le besoin il est sérieux. Si la personne, ah non, je ne suis pas sûr, ben, c'est des red flags, là. C'est vraiment d'y aller chercher l'argent des clients. N'ayez pas peur en prototypage. Allez chercher l'argent des clients. Puis quand on parle de produits, même de services, il y a des super de belles plateformes maintenant. Quand on parle de Kickstarter, ça en fait partie d'idées pour tester le marché. Au Québec, on a la ruche qui sont des outils pour aller mettre des produits de l'avant, des prototypes. C'est sûr qu'il faut que le prototype soit quand même avancé, mais ça permet de tester les idées, là, vraiment aller chercher l'argent des clients. C'est beau que quelqu'un dise « je veux acheter », mais tant qu'il n'a pas fait de chèque, c'est pas un client. Oui, oui, absolument. En t'écoutant, ça me faisait penser, j'avais entendu l'histoire de Dropbox. Je ne sais pas si tu avais suivi ça un petit peu, là. Mais eux, je pense qu'est-ce qu'ils ont fait, du meilleur de ma connaissance, là, c'est qu'il y avait l'idée justement de donner accès à du stockage gratuit en ligne. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont juste développé une landing page. Puis ils ont dit, voici ce qu'on promet comme solution. Mettez votre adresse courriel si vous êtes intéressé. Puis dans le fond, Dropbox, avant, il y avait de la misère à aller chercher de l'investissement. Mais un coup qu'ils ont fait ça, là, ils sont allés chercher des milliers de courriels comme en 24 heures. Ils sont retournés voir les investisseurs. Puis là, écoute, eux, ils ont make it rain. Là, ils ont sorti l'argent puis ils ont fait en sorte que ils ont eu le financement, puis on sait qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui. Microsoft ont copié, Google ont copié, toutes les autres compagnies ont copié. Ils ont découvert le besoin, puis ils ont validé le besoin, puis le besoin il était réel. Il y avait quelqu'un qui était prêt à payer pour ça. Puis, pourrais-tu me rappeler les 5 étapes du design thinking pour arriver à découvrir des besoins de ce type-là? Là? Oui. Donc, première étape, on démontre de l'empathie envers des clients cibles ou des utilisateurs cibles pour bien venir comprendre c'est quoi leur motivation, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, les enjeux, c'est quoi qui les retient, pour finalement bien définir leurs besoins prioritaires actuels. Après ça, on récolte un lot impressionnant de données avec tous ces exercices-là qu'on va venir centraliser, qu'on va venir classifier, qu'on va venir structurer, qu'on va venir analyser, qu'on va venir synthétiser pour en arriver avec justement un besoin prioritaire qui est partagé au moins par plusieurs clients de cette même nature-là. Donc là, on a un besoin qui est bien défini. À partir de ça, on rentre dans la troisième étape du design thinking, qui est la phase d'idéation. On vient générer un maximum d'idées. Après ça, avec des outils de priorisation,
on vient sélectionner les meilleures idées à venir prototyper, qui est la 4e étape. On va venir prototyper rapidement et à faible coût les prototypes à basse fidélité au départ pour venir les tester auprès des utilisateurs qu'on a sondés au départ, ce qui nous permet d'avoir leur rétroaction et finalement d'aligner le développement de la solution soit dans la même direction ou on pivote dans une autre direction puis on essaye, on refait l'exercice. Donc, c'est vraiment une loupe d'amélioration continue, une approche innovante pour résoudre des enjeux. Puis je rajouterai, on peut le faire sur un projet existant, sur des nouveaux projets ou sur un nouveau concept d'entreprise au complet. C'est bon pour, en fait, toutes les fois qu'on innove dans un concept, dans un projet, dans un produit, dans un service, dans tes prototypes, dans tes méthodologies internes. Alors, c'est bon vraiment, vraiment tout le temps. Merci beaucoup, Antoine. J'ai adoré la discussion qu'on a eue ensemble. Si vous écoutez encore le podcast, ça fait environ 40 minutes qu'on parle. Alors, probablement que vous aimez le contenu. Alors, je vous invite à vous abonner au podcast sur la chaîne que vous l'écoutez, de laisser un commentaire, de laisser une note en étoile. Aussi, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. On envoie des trucs et astuces à tous les lundis. J'aimerais remercier, en finalisant, j'aimerais remercier la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance pour les entrepreneurs en difficulté. Il n'y a pas d'autre, c'est vraiment de la chance en affaires. Alors, si on vit des difficultés, il faut prendre ça rapidement. Si vous n'êtes pas sûr de vivre des difficultés, mais vous êtes un peu stressé avec ce qui se passe, c'est là pour ça, Think Tank Entrepreneur, une super de belle initiative. Le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec et bien sûr le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.